Bonjour à tous, bienvenue de nouveau sur Incroach Afro-Talent. Comme vous le savez tous, nous à Incroach, on essaye de mettre en lumière ce dont nous avons appelé Afro-Talent, qu'il s'agit des personnes qui font des choses importantes dans leur domaine de compétences en Europe, aux États-Unis, mais aussi des personnes qui, après avoir fait leur arme en Europe, décident de rentrer sur le continent pour apporter leur bagage intellectuel au développement de l'Afrique. Aujourd'hui, nous avons un invité de taille, un invité de marque. N'y revenons encore pas qu'il a accepté notre invitation parce qu'on essaye toujours. On ne frappe pas toutes les portes et parfois, à nos grandes surprises, il y a ces invités, des oh, comme on dit, les grands, qui nous disent oui et juste à ce qu'ils acceptent, juste à ce qu'ils se montrent, on n'est jamais trop sûr. Donc cette fois-ci, nous sommes vraiment très contents, ravis, honorés d'avoir avec nous Rémi Pas grave. Sabimana qui a accepté de nous joindre et d'avoir cette conversation avec nous, que nous voulons une conversation simple sur comment changer la narrative du continent africain. Merci beaucoup Rémi. Merci à vous. Merci à vous de m'inviter. Ok. Donc Rémi, comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, parce que je suis sûre que beaucoup suivent ces vidéos, Rémi est vidéo producer à AG+. Il est ex-présentateur à BBC Africa. Et ce qui nous intéresse encore tellement, c'est qu'il dit ceci: je ne juge ni n'ascens, je questionne et raconte. Et c'est vraiment ce qu'il fait dans toutes ses vidéos. Il questionne, il raconte. Mais ces questions sont toujours tellement pertinentes. Ces questions sont des questions qui sont adressées à nous tous, qui sont adressées aux dirigeants africains, mais à la diaspora, vraiment à tout le monde. Rémi, comment vous êtes venu cette idée de faire toutes ces vidéos où vous ne jugez pas? il, faut, il faut encore savoir. Vous faites ce que vous dites, j'assense, je questionne et je raconte. Hmm. Je pense que bon, ça me vient de peut-être ma nature et ma formation de journaliste. Et puis, partout où j'ai travaillé dans les médias où j'ai été, ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire qu'en tant que journaliste, on ne vous demande pas d'être juge ou avocat, mais on vous demande d'être les yeux et les oreilles de ceux qui ne voient ou n'entendent pas certaines choses et du coup de rapporter et de raconter cela à ces personnes-là. Ou même d'être le porte-voix de ceux qui ont moins de voix ou qui n'arrivent pas à parler. Donc de prendre le moins possible de parti, même si on sait aussi qu'en tant que journaliste, d'une manière ou d'une autre, on prend parti par le choix du sujet, par l'angle que l'on choisit. Mais il faut être le plus honnête possible, essayer de raconter la vérité le mieux possible. Euh, mais pour agir plus, parce qu'en fait, comme vous l'avez dit, je viens d'un background télé et radio. Je travaillais pour la BBC et j'étais présentateur. C'était vraiment du news, c'est-à-dire que il y a des informations à présenter. Trump a dit ceci, Macron a fait cela, etc., etc. Et voilà, ça. Et AG+, c'est un projet un peu plus différent parce que c'est plus créatif, c'est plus jeune, c'est plus dynamique. Et il fallait garder cette même personnalité journalistique, mais de la manière la plus créative et la plus dynamique possible. Donc, j'ai essayé de faire le lien entre les deux tout en restant moi-même, mais en m'adressant à deux publics qui sont finalement un peu différents parce qu'à la BBC, je m'adressais un peu à monsieur tout le monde qui pouvait écouter ou être intéressé par les informations. Mais avec AG+, c'est une cible bien définie, donc des 15 à 35 ans. Et c'est des jeunes millennials qui sont sur les réseaux sociaux tous les jours, Du qui scrollent, pouce. qui scrollent, qui scrollent. C'est ça. Et c'est comment on fait pour que l'information qui peut être boring, qui peut être ennuyeuse et ennuyante, que vous puissiez la leur raconter, puisque ça leur concerne et que ça les concerne et c'est important pour eux. Comment on fait pour les intéresser, captiver leur attention et leur dire écoutez-moi, arrêtez de faire ça, écoutez-moi et passez le message. Et bien sûr, ça, dans les valeurs journalistiques, il ne faut pas. Des fois, on prend position parce que sur l'esclavage, par exemple, vous ne pouvez pas dire que vous êtes neutre. Parce que sur l'esclavage, il n'y a pas de neutralité. Vous ne pouvez pas dire je vais aller demander aux esclavagistes pourquoi ils esclavagisaient les esclaves. Non, c'est-à-dire que l'esclavage, c'est pas bon. Maintenant, voilà, on va donner la parole plus aux victimes
que c'était un positionnement éditorial, etc. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc je dirais, c'est une continuité de mon métier de journaliste, mais avec des angles différents, avec des techniques différentes, et avec une cible différente. En fait, c'est différent de tous les autres. Parce que vous allez au concret. Quand vous parlez du problème des cartes d'identité, des passeports au Cameroun, c'est du concret. Quand vous parlez, par exemple, du fait qu'en Afrique, on importe tout, vous prenez vos DIN là, c'est du concret. En fait, il y a toujours une image qui reste dans la tête du téléspectateur, qui reste dans la tête de la personne qui vous écoute. Et ça, c'est un génie, moi, je dis. Bah, je suis content de voir que ça produit ce résultat chez les gens. Parce que moi, je pense que c'est ce qui m'obsède à chaque fois quand je fais une vidéo, c'est comment la personne qui m'écoute va me percevoir. C'est comment je raconte la manière la plus intéressante possible et la plus catchy pour que la personne puisse tirer quelque chose de ce que je dis. Parce que si je fais une vidéo de 7 minutes, je sais que je demande 7 minutes de la vie de quelqu'un. On ne s'en rend pas compte, mais c'est vraiment énorme. Ah Parce oui. que on dépense notre temps si facilement, mais 7 minutes, c'est 7 minutes de l'existence de quelqu'un. La Alors, on va personne essayer de prend 7 faire court minutes. aujourd'hui. Il faut que les gens vous écoutent. C'est ça. Donc, c'est 7 minutes Parce de que la là, vie nous, de on en quelqu'un. demande 20 tout le temps, donc. Mais je pense que quand c'est intéressant, ça vaut le coup. Mais du coup, quand les gens prennent la peine de vous consacrer le temps, je pèse le mot consacrer parce que c'est ce que c'est, il ne faut pas les décevoir. Parce que c'est une question, c'est un jeu de déception ou alors de les rendre heureux, de se dire à la fin, ouais, je n'ai pas perdu mon temps. J'ai eu raison de m'arrêter de regarder cette vidéo. Donc, il faut vraiment tout travailler, la façon, on accroche chaque mot, chaque phrase, chaque chiffre, il faut tout faire pour que cette personne-là n'ait pas perdu son temps en vous accordant ce timing-là ou en vous regardant. Donc, ça me fait plaisir de savoir que les gens trouvent ça intéressant parce que c'est le but recherché et parce qu'on ne peut pas servir moins que ça. Ça, c'est vrai. Et espérons que on ne trouve pas seulement intéressant, mais que aussi ça puisse jouer un rôle dans nos vies, dans nos façons de faire et dans nos pratiques de tous les jours. Que ça puisse vraiment faire la satire, non? Parce que en fait, votre rôle aussi, c'est ça. C'est vrai que vous questionnez, vous racontez, mais il y a aussi un peu de la satire, même de nos façons de faire, de nos pratiques, parce que bien qu'on est en Occident, on a grandi, on étudie au Cameroun, donc on a déjà une façon de penser parfois que vous nous aidez aussi à questionner. Parce que moi, je pense que c'est aussi une technique que j'utilise pour pas justement m'énerver pendant une vidéo. Parce que quand vous prenez la satire, c'est un peu comme s'il y a une situation qui vous dépasse. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en Afrique. Je vais prendre le cas du Cameroun que je connais pour y avoir vécu, y avoir grandi. Il y a beaucoup de choses qui se passent au Cameroun. C'est juste illogique. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment réfléchir sur logiquement, essayer de comprendre, c'est illogique. Et si vous en parlez en mettant trop de cœur, vous vous énerverez ou vous allez parler d'une manière un peu Trop passionné. passionnée. Donc je pense que raconter cela avec un peu de satire, ça vous aide un peu à aller au-dessus de la colère pour ironiser. Et ça fait mieux passer le message, je pense, que de parler avec beaucoup de passion, parce qu'en parlant avec beaucoup de passion, vous pouvez heurter les gens. Et c'est pas le but, parce que, comme vous l'avez dit, le but, c'est de soulever, d'identifier un problème, de pointer le doigt sur un problème et de dire, ça ne va pas, est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose pour changer ça? Donc, je pense qu'il faut chercher le plus d'alliés possible dans l'auditoire, dans l'audience, que de se chercher des ennemis. Et la passion, très souvent, attire d'autres passions et ça ne résout pas le problème. Est-ce que c'était un choix de laisser la BBC pour passer à Edgy et être un peu plus créateur? Est-ce que c'est quelque chose que vous recherchez dans votre carrière par devoir? Est-ce que ça a été un choix de conviction, un choix de cœur? Je pense qu'il y a un peu de tout ça, mais parce que en fait, j'avoue qu'au fond, parce que je venais d'avoir aussi un autre contrat avec
avec la BBC, qui était très intéressant. Je travaillais à Londres pour la télé, donc c'était intéressant. Je ne vais pas dire que c'était un travail que j'aimais pas, parce que j'avais aussi une émission en radio, donc je travaillais pour la télé et pour la radio, et j'avais une émission, ma propre émission radio que j'ai créée qui s'appelle Afrique à venir, et qui existe encore jusqu'à aujourd'hui, et qui est présentée par mon ancienne collègue Alexandrine Legnon, que je remercie d'ailleurs pour avoir pris le flambeau, pour que l'émission ne meure pas après moi. Et l'émission concernait, c'est-à-dire que c'était de donner la parole aux jeunes entrepreneurs africains. Donc même là, il y avait toujours cette passion de pouvoir faire quelque chose, de contribuer, de mettre en lumière des jeunes projets, des jeunes qui identifient des problèmes dans leur communauté et qui apportent des solutions en créant des entreprises, en embauchant d'autres jeunes, etc. Donc c'était vraiment dans cette optique toujours de changer le narratif, de présenter cette Afrique qui elle-même s'est identifiée des problèmes dans ses propres pays et qui s'est proposé des solutions avec cette jeune génération qui est extrêmement dynamique, etc. Sauf que pendant un même moment, quand j'allais à Londres et que je recevais cette proposition de contrat pour Londres, parce que je travaillais, normalement j'étais basé à Dakar où je travaillais en radio pour BBC. Donc j'ai aussi reçu cette proposition de rester à Londres. J'avais aussi été contacté par AG+. Donc ils m'ont dit, écoutez, on veut développer notre pôle Afrique et vous êtes un profil qui nous intéresse. Est-ce que vous aimeriez travailler avec nous? Donc j'étais un peu dans l'embarras aussi parce que le projet AG+, c'était très intéressant. Et moi, à la BBC Academy, parce que quand vous allez à la BBC, vous allez dans ce qu'on appelle la BBC Academy, en gros, on vous reforme, on vous apprend un peu les techniques de la BBC, le journalisme à la BBC. On nous parlait beaucoup d'AG+. Donc, AG+, c'est les pionniers dans le digital, c'est-à-dire les vidéos en ligne, etc. C'est eux qui ont commencé avec ces histoires, avant que Brut ne prenne et d'autres médias en ligne, etc., ne s'inspirent de AG+. Donc, moi, j'avais toujours entendu parler de AG+. Donc, quand ils m'ont contacté et qu'ils m'ont parlé du projet Afrique, je me suis dit, c'est très intéressant. Surtout que je venais de faire 4 ans avec la BBC, la présentation, ça devenait monotone. Et puis très vite, la BBC, c'est immense, vous vous sentez très vite inutile dans cette grosse machine. Et avec AG+, c'est ça. Et avec AG+, on me proposait un peu cette liberté de... Et on m'a dit, vous allez vous consacrer uniquement à l'Afrique. Et ça m'a intéressé. Et on m'a dit, vous pouvez proposer des sujets, etc. C'est pour les jeunes. Et vous allez être créatif. On vous donnera les moyens qu'il faut. Il faut juste être créatif. Tout ce qu'on attend de vous, c'est que vous soyez créatif, que vous créez des contenus qui vont intéresser les jeunes en Afrique francophone et dans la diaspora. J'ai dit, ça, c'est séduisant. Et puis après, il y a les négociations qui se passent et tout. Et puis, il y a eux qui vous proposent, évidemment, quand vous débouchez, forcément, ils vous proposent de meilleures conditions. Donc, il y a tout ça qu'on évalue. Et c'est pour ça que je disais, il y a un peu de tout ça qui ont fait que, voilà, je me suis dit aussi, c'est peut-être le moment d'aller explorer d'autres styles. Parce que j'avais déjà fait la radio, j'avais fait la télé. Et je voulais vraiment, c'est le online, le digital, 100% en ligne, parce que je sais qu'en tant que journaliste, c'est là où il y a l'avenir. Les jeunes, le digital, le numérique en fait. C'est ça. Ils ne regardent pas trop la télé, ils n'écoutent plus trop la radio. Ils sont sur Internet. Avant d'arriver à la maison, ils ont déjà toutes les notifications sur les infos qui se passent dans le monde, etc. Ils ont déjà vu tous les trendings sur Instagram, Facebook, etc. Et être avec eux sur les réseaux sociaux, moi, je pense que c'est là où il y a l'avenir du journalisme. Et je me suis dit, c'est peut-être maintenant qu'il faut prendre le train et AG+ offrait ça. Si je peux me permettre, je pense que vous avez très bien choisi. Je pense aussi, parce que c'était par rapport à ma propre trajectoire de carrière. Après, parce que quand on est journaliste, quand on est jeune journaliste, on rêve de travailler pour des grands médias. Et donc, moi, j'ai travaillé pour le plus grand, je pense. En termes de Global News, la BBC, ce sont les leaders. Je travaille pour Al Jazeera, qui sont les leaders dans le monde arabe et qui sont aussi très cotés, qui ont une très grande notoriété globally, donc dans le monde. Je pense que si j'ai... La prochaine étape, c'est de créer ma propre boîte de production et de lancer mes propres contenus sur mes propres sujets. Faut pas nous oublier, hein. De créer mes propres contenus. Et on en vient. Vous m'avez pris les paroles dans la bouche. Désolé. Parce qu'on parle beaucoup de parler de nous par nous.
Et il faut bien le dire, la narration n'est mieux racontée que par le sujet, non? Et il y a Alain Foka aussi qui a lancé récemment sa chaîne YouTube qui est en train de cartonner. Et Alain Foka, vraiment, nous le suivons aussi. Alors moi, en regardant Alain Foka, je me suis dit, Alain Foka, c'est un grand frère. Rémi, c'est un peu comme le petit frère, je vous le dis là, comme ça, je dis, mais ces deux, ils pourraient créer une chaîne de télévision africaine. Donc, c'est un truc Mais je qui sais, m'est venu à la tête et je me suis dit, il faut bien mettre, il faut qu'on apprenne aussi, nous les Africains, à mettre les meilleurs ensemble pour pouvoir créer hmm. cette idée en Afrique francophone. Il a lancé cette idée de faire beaucoup de contenu, de créer, parce que moi, je pense que la communication et la culture, c'est ça qui va vraiment changer la narration. Il faut le dire, parce que Mais le il numérique, fait pas que ça, hein, parce qu'il a créé, il a lancé sa chaîne, mais Alain Foka, c'est un grand frère qui fait beaucoup de choses parce que on s'est appelé il y a quelques temps où il m'appelle, pour me féliciter, me dit j'aime beaucoup tes contenus, me conseiller, me donner des tips. Et pour moi, ça a toujours été un modèle. Quand j'étais à l'école de journalisme, on écoutait à RFI, donc tout le monde rêvait d'être un peu mais comme oui, le futur Alain Foka, etc. Donc, il y a pas que sa chaîne qu'il a créée, mais je suis pas le seul. Il appelle beaucoup. Moi, j'ai beaucoup profité de ses conseils quand il parle sur le positionnement éditorial, sur la façon les nouvelles techniques qui évoluent, etc. Donc, on discute aussi. Et c'est quelqu'un qui est très ouvert et qui a très bons conseils aussi. Et oui, pourquoi pas? Je pense que forcément, on s'en inspirera, on profitera de lui le maximum possible pour essayer de tirer le maximum qu'on peut. alors, Rémi, nous, c'était pour parler de vos contenus, comment vous êtes venu cette idée et vraiment, comme vous l'avez dit, nous essayons aussi de captiver l'attention de nos followers avec le moins de temps possible parce qu'en général, on demande 20 minutes. Donc, on va vous laisser le mot de la fin. Notre émission, c'est une émission que nous avons créée il y a un an en Italie où nous essayons de mettre en lumière, comme vous l'avez vu, les talents de la diaspora parce qu'on pense aussi que c'est important de se connaître, c'est important de mettre en lumière tous les talents de la diaspora parce que parfois, surtout en Italie, l'Afrique est très très peu connue et les talents africains aussi sont très 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 peu connus. Donc on s'est lancé dans ça il y a un an. Donc en fait, pendant toutes les émissions, on laisse le mot de la fin à nos talents. Et à vous le mot de la fin alors. Je pense il faut féliciter déjà les initiatives comme les vôtres qui mettent en avant l'Afrique, mais aussi les Africains. Parce que je crois vraiment qu'il est temps qu'on puisse parler des questions qui nous concernent. Parce que comme vous le dites vous-même, c'est que notre histoire, nos projets, nos vies, nos ambitions, nos espoirs ne peuvent être mieux racontés que par nous-mêmes. Et c'est plus qu'urgent de donner finalement la parole à tous ces gens qui peuvent s'exprimer, qui peuvent inspirer les autres, mais surtout qui peuvent partager ce qu'ils ont pu trouver dans leur processus d'apprentissage ou dans leur projet professionnel et d'essayer d'échanger le maximum possible pour le bien commun. Changer le narratif, ce n'est pas seulement parce qu'on ne peut pas attendre pour le moment, ceux qui ont la capacité de toucher le maximum de gens et de changer ce narratif la plus rapidement, c'est des grandes entreprises. On sait tous comment ça marche. On ne peut pas espérer là-bas avoir une sorte de coordination de discours pour changer les choses. Par contre, chacun, en ce qui me concerne, on peut essayer de vraiment mettre la lumière sur l'Afrique et sur les Africains pour essayer au maximum de raconter l'Afrique telle qu'elle est, telle que les Africains voudraient qu'elle soit, et finalement, telle qu'elle a été aussi, parce que notre histoire, soit elle a été passée sous silence, soit elle a été mal racontée. Et je pense qu'il est important pour nous tous de pouvoir le faire, et ceux qui écoutent aussi de s'intéresser beaucoup plus à ce genre de contenu, parce que si les gens n'écoutent pas, eh ben, ça ne sert à rien en fait, tout ce qu'on fait. Mais je pense aussi au fond que la plus grande part nous revient à nous, les créateurs de contenu, c'est le challenge de créer des contenus qui intéressent les gens. Parce que je sais aussi que c'est compliqué de dire aux gens juste regardez. Si quelque chose n'est pas intéressant,
moi-même, je ne regarderai pas. Si j'ai une vidéo qui est lassante, etc., qui est lente, qui manque de substance, je ne regarderai pas. Donc, c'est aux créateurs de contenu de créer des contenus qui sont hyper intéressants. C'est aussi aux Africains, non seulement de participer, mais de donner plus d'yeux et de regard à ces contenus-là. Et une fois de plus, voilà, je vous félicite et je vous remercie de m'avoir invité et d'avoir passé ce moment avec Merci vos beaucoup. téléspectateurs. Mais pour finir, je vous demande aussi, c'est vrai, c'était le mot de la fin, mais en parlant, une autre question m'est venue. Et comment on fait pour attirer alors les financiateurs, des financiateurs pour pouvoir aider à créer des contenus? C'est là où je voulais justement commencer en disant que je pense que les gens n'y investissent pas parce qu'ils ne savent pas comment rentabiliser, mais c'est rentable pour ceux qui s'y intéressent. Mais après, il faut évidemment des professionnels pour savoir comment rentabiliser sur ce genre de projet. Mais je pense aussi que c'est aux gens qui ont de grands capitaux de comprendre l'importance d'y mettre des financements. Après, vous ne pouvez pas forcer les gens à investir dans un domaine qu'ils ne veulent pas. C'est là où c'est plus compliqué. Si nous-mêmes, on pouvait, on allait créer directement nos propres médias, grands médias, avec des grands moyens si on en avait, et puis on diffuserait. Heureusement qu'on a des grandes chaînes qui, comme Al Jazeera par exemple, AJ+, consacrent des budgets pour l'Afrique parce qu'ils veulent s'étendre. Évidemment, ils veulent plus, si c'est dans leur intérêt, d'être plus connus, etc. Mais ils ont quand même cette pensée parce qu'étant ce qu'ils appellent the voice of voiceless, donc la voix des sans-voix, ils pensent aussi, par exemple, à l'Afrique, etc., à donner la parole à toutes ces voix qui sont inaudibles ou que l'on entend peu, de leur donner la voix, etc. Et donc, on surfe aussi sur ça en tant que professionnel, surtout que si on peut faire quelque chose qui nous gratifie aussi professionnellement, donc on profite. Donc oui, il y a ces chaînes-là qui mettent des budgets. Je sais que c'est très cher, effectivement, parce que même quand vous regardez une vidéo pour la faire, on est une dizaine de personnes sur un même projet, cette vidéo. Peut-être juste 5 ou 7 minutes, les gens peuvent dire « Ah, mais c'est rien du tout », mais il faut énormément de moyens pour En faire effet. quelque chose. C'est des gens qui sont payés, c'est des gens qui sont pour le montage. Vous parlez de montage et du fait de filmer, mais il y a des graphistes, il y a des animateurs quand vous voulez faire des animations, il y a beaucoup d'autres choses. Mais je reste très positif. Ceux qui savent, et je pense qu'ils investissent de plus en plus, vont mettre de plus en plus de l'argent. En tout cas, c'est important. Maintenant, l'autre chose aussi, c'est que il faut reconnaître que les nouvelles technologies ont facilité un peu les choses. Donc, il y a YouTube, on n'a plus besoin d'avoir une grande chaîne, d'avoir des satellites pour faire, etc. Vous créez vos petits contenus et vous les diffusez sur YouTube en créant une chaîne. Si c'est intéressant, allez-y avec les moyens que vous avez. C'est-à-dire que vous posez votre caméra, comme vous le faites, je veux dire, vous n'êtes pas en train de faire quelque chose qui a, je sais pas, qui est d'extraordinaire. Mais il y a cet effort d'inviter des gens, de parler, d'aborder des sujets. Ça peut être dans les sujets, parfois, il y a des gens qui posent juste une caméra et qui abordent un sujet, mais parce que c'est tellement intéressant et c'est tellement bien mené que les gens regardent. Donc ça, je pense que ça peut plus être vraiment une excuse, surtout avec YouTube qui est là, avec si vous faites plus de vues. On ne serait pas là, en effet. Voilà. Donc je pense que moi je suis très positif, je suis très optimiste aussi à l'idée. Et je pense qu'il faut juste que l'on continue de pousser jusqu'à ce que les nouvelles générations, surtout parce que personnellement, même si j'aime bien nos parents, etc., je pense plus qu'on peut vraiment attendre grand-chose d'eux parce que j'ai l'impression qu'ils ont tellement été dans un moule qu'ils ne comprennent peut-être plus les enjeux, ou ils les comprennent, mais ils se disent « Ah, de toute façon, la vie est derrière nous, c'est à vous de faire les choses. » Moi, je mise beaucoup plus sur la nouvelle génération, je parle de nous, je parle de ceux qui arrivent, de leur faire comprendre l'importance de s'investir dans ces choses-là. Et d'ici 5-10 ans, si Dieu le veut, on verra éclater beaucoup d'autres choses, j'en suis sûr. Il suffit juste d'aller à la diaspora. Presque tous les jeunes, ils ont le regard tourné vers l'Afrique. Parce qu'ils ont compris qu'ils peuvent apporter plus à l'Afrique que ne leur permet d'apporter l'Occident ou d'autres choses partout où ils sont. Donc, ils sentent qu'ils ont le potentiel énorme, toutes ces choses qu'ils ont apprises, toutes ces expertises. Ils ont l'impression qu'ils y touchent un peu. Alors qu'en Afrique, voilà, tout est à faire, tout est à commencer. Et je pense
On n'a pas besoin de leur dire ce qu'ils doivent faire parce que je pense qu'ils le savent mieux que quiconque. Mais je pense que bientôt, ils vont plus le faire. C'est compliqué en Afrique et tout, oui, mais je pense qu'ils savent que c'est la chose à faire. Et peut-être qu'on bénéficiera, on verra le fruit de tout cela bientôt. Si ce n'est déjà le cas, parce qu'il y a beaucoup de youtubeurs, il y a maintenant beaucoup de gens sur Facebook qui font des vidéos. Malheureusement, il y a des vidéos qui cartonnent, mais bon, sur des sujets qui sont, ma foi, Euh, voilà, chacun a ses choix. Chacun a ses choix, mais j'espère qu'on verra des gens qui traiteront vraiment des sujets qui sont, je dirais, plus sérieux, qui apportent plus le changement que le divertissement. En En tout cas, effet. je l'espère. En effet, comme on dit en Afrique, il y a beaucoup de problèmes et chaque problème est une solution et chaque solution est une idée. Derrière chaque solution, il y a une idée d'investissement, donc il y a un business à construire. Certainement, certainement. Merci beaucoup Rémi, merci pour votre considération, merci pour votre temps et nous allons continuer à vous suivre et nous restons à l'écoute. Merci Merci beaucoup. encore. Merci à vous, Denise.